Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver si vous nous rejoignez sur CNews pour votre rendez-vous du samedi soir 20h face à Bock-Côté avec bien évidemment Mathieu Bock-Côté. Bonsoir mon cher Mathieu. Bonsoir. Avec vous également Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonsoir mon cher Arthur. On en profite pour rappeler la une de l'Incorrect, la une avec Michel Houellebecq. Politique, éthique, littérature, il réplique dans les colonnes de l'Incorrect. Donc le journaliste et écrivain Laurent Oberton est votre invité ce soir mon cher Mathieu. Laurent Oberton. Bonsoir. Dans un instant, nous vous entendrons bien évidemment. Mais avant, le sommaire de l'émission, face à Bock-Côté. Au sommaire ce soir, 4e nuit d'émeutes un peu partout en France, dans les grandes villes, mais pas seulement. Et une nouvelle fois, des dégradations de bâtiments publics, des pillages dans des magasins, des heurts avec les forces de l'ordre, des agressions d'élus. Alors que traverse la France ? Comment nommer ces troubles ? Votre analyse, Mathieu Bock-Côté, à suivre. Et puis la situation en France, il en sera également question avec votre invité, le journaliste et écrivain Laurent Oberton, l'un des précurseurs d'ailleurs de l'utilisation du terme d'ensauvagement avec son premier livre, La France orange mécanique, une théorie qui a eu écho auprès de nombreux responsables politiques. Vous l'aurez compris, une émission essentiellement consacrée à l'actualité, c'est-à-dire aux violences qui touchent notre pays. Alors c'est vrai, mon cher Mathieu, que depuis plusieurs jours, plusieurs nuits, la France, elle est frappée par des émeutes à répétition. Au-delà de la sidération générale et de ce que plusieurs nomment notamment l'impuissance des autorités, une question s'impose à tous. Comment nommer la présente séquence ? Comment nommer ces troubles ? Les uns, ils parlent d'émeutes. D'autres vont jusqu'à parler de guerre civile. Comment est-ce que vous abordez ce problème, mon cher Mathieu ? Alors, je pense d'abord qu'il faut décrire tout simplement la rapidité des événements, c'est le premier élément. C'est-à-dire, on parlait d'abord d'explosion dans les banlieues, d'embrasement des banlieues. Ça, c'est le jour 1. Ouais. Jour 1, et c'est qui se vit dans la peur de la répétition de 2005. Alors moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que l'évolution démographique, l'évolution sociologique de la France depuis 20 ans fait en sorte qu'aujourd'hui, pour peu qu'on regarde les choses avec tristesse, c'est-à-dire je ne fais pas ce constat en m'en réjouissant, mais plusieurs grandes villes aujourd'hui on peut se les représenter comme étant assiégées aujourd'hui. Étant assiégées, c'est-à-dire qu'on retrouve autour d'elles des villes dont la composition sociologique, la composition culturelle, démographique a suffisamment changé pour que le contraste soit marqué et surtout, quand on sait la violence présente dans ces cités, dans ces quartiers, lorsque la situation s'embrase, quelle est la prochaine étape? Alors moi, très rapidement, je me suis dit, est-ce que finalement, les raids seront lancés, les razzias seront lancés sur Paris? On se demandait, est-ce que c'est pour maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans? Mais c'était pour maintenant, finalement. Et la première chose qui frappe, c'est la réaction de ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie digicode. La bourgeoisie digicode qui se croyait à l'abri de tout cela, qui se disait, si ça brûle dans les banlieues, on n'y peut rien, c'est comme ça, comme si elle avait acté déjà la partition, à tout le moins mentalement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il est désormais possible de lancer des raids à Paris. Et cette violence extrême de jeunes qui j'ajouterais une chose, qui sont, justement parce qu'ils ne sont pas organisés, structurés, peuvent être encore plus dangereux. Parce qu'à la rigueur, quand on se bat contre des dealers, quand on se bat contre des trafiquants, il y a ne serait-ce qu'une structure du crime qui fait en sorte est-ce que oui ou non on passe aux armes. Là, on est devant une forme de violence sauvage qui surgit au cœur des métropoles, donc Paris, mais pas seulement Paris, un peu partout. Et les Français découvrent finalement aujourd'hui les effets sociologiques, les effets culturels, les effets aussi dans la violence de cette grande mutation que la France connaît depuis 20 ans. Et quoi qu'on en dise, les fameux jeunes qu'on présente comme des martyrs de la diversité, parce que le cas de Naël a été instrumentalisé, cette mort tragique sans le moindre doute a été instrumentalisée, et les jeunes martyrs de la diversité qu'on nous présente aujourd'hui ont en fait la conviction, si c'est pas de la conviction, c'est l'instinct d'avoir un monopole de la violence légitime. C'est un droit de pillage, c'est un droit de conquête, c'est un droit qu'ils affirment en pillant un peu partout, en décidant de multiplier les violences, en disant « nous exprimons notre souveraineté ici, maintenant ». Et si on veut nommer les choses sans édulcoration, plusieurs termes circulent. Guerre civile parmi ceux-là, on en entend d'autres. Reste à voir lequel est le bon. Eh bien voilà, vous l'avez dit, ce terme qui revient souvent, guerre civile. Est-ce que vous le reprendriez à votre compte, au fond, Mathieu ? Alors, je le trouve inadéquat. Je le trouve inadéquat pour une raison simple, c'est qu'une guerre civile, c'est une guerre au sein d'un même peuple. Au sein du même peuple, donc c'est normalement une guerre idéologique. On peut penser à la guerre civile irlandaise après après l'indépendance. On peut penser à la guerre, si on veut, la guerre de sécession américaine,
La Civil War, ils disent là-bas. Là, on est dans autre chose. C'est que les populations en présence, encore une fois, on peut s'en désoler, mais ne se représentent pas nécessairement comme étant membres du même peuple. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans les banlieues, il y a une logique qui est à la fois sécessionniste et une logique conquérante. Logique sécessionniste, c'est désormais les Français ne seront plus, dans leur esprit, les bienvenus. Les services publics ne sont plus les bienvenus. Donc pourquoi on détruit les symboles de l'État? Pourquoi on saccage les symboles de l'État? Parce qu'on dit on ne veut plus des symboles de la souveraineté française. Une autre souveraineté s'impose ici. Premier élément qu'il faut mentionner. Ensuite, quand je parle de... Donc, c'est comme si les banlieues se constituaient en petites républiques qui veulent se séparer du territoire national, à tout le moins qui ne veulent pas la présence des policiers. C'est un exemple parmi d'autres. Ensuite, quand je dis élément de conquête, c'est qu'on l'a vu, et je pense que les premières à le savoir depuis quelques années, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui, dans les transports en commun, et ça date pas d'hier, ont commencé à intégrer, à porter des vêtements plus amples et ainsi de suite, pour se protéger du comportement de voyous qui imposent désormais, lorsqu'ils pénètrent les villes, ils imposent leurs mœurs en disant désormais vous allez vivre selon nos codes, sinon vous vous présentez à nous comme des proies sexuelles et il est possible de se jeter sur vous. Et on le voit, donc les femmes ont intériorisé dans leur comportement au quotidien le sentiment d'un basculement des mœurs qui est le signe de cette logique de conquête avec cette vieille vérité anthropologique que lorsqu'un ordre nouveau s'installe, il s'impose d'abord aux femmes. C'est tragique à dire, mais c'est ainsi. Donc, il y a une guerre pour la maîtrise du territoire qui se mène en ce moment. Il y a une volonté d'imposer des codes, de montrer chez les jeunes voyous qu'ils sont en droit de faire ce qu'ils veulent en toutes circonstances, partout, et que personne ne les arrêtera. Et avec ça, il y a un personnage très particulier dans cette histoire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'est le rôle de la gauche, mais de cette gauche en particulier, Jean-Luc Mélenchon qui a dit hier, je crois, s'il vous plaît, ne détruisez pas les gymnases, les écoles et les bibliothèques. Autrement dit, Mélenchon dit voilà ce qu'on peut détruire et voilà ce qu'on peut pas détruire. Ils se rangent de leur côté. Ben non, mais c'est exactement. Ils se rangent de leur côté en disant je comprends votre colère, je suis avec vous, mais s'il vous plaît, conservez les formes, préservez les formes, ne détruisez pas tout appelons ça les équipements publics urbains. Ce à quoi on pourrait répondre derrière cela, que je me demande dans 6 semaines, dans 6 mois, est-ce que les Français, après avoir vu les banlieues être soumises à un tel jeu de carnage, de destruction, est-ce qu'ils accepteront de financer la reconstruction de ces banlieues? Encore une fois, on va tous payer. Non seulement on vit désormais dans la peur, non seulement on vit dans la peur des bandes, non seulement on vit dans la peur des voyous, et non seulement on sent qu'une forme de fracture telle que c'est moins une guerre civile qui s'impose qu'une logique de conquête portée par des gens qui chassent la France mentalement de leur environnement et qui ne se sentent pas français et qui veulent soumettre les Français, mais en plus on va payer la reconstruction. Il y a quelque chose là-dedans d'un peu ubuesque. Alors, disons cela comme ça, en France, à mon avis, je l'ai souvent dit, il n'y a pas de zone de non-droit. Il y a tout simplement des zones d'un autre droit qui se constituent, et dans cette zone d'un autre droit, le drapeau français est piétiné. Vous décrivez une situation qui pourrait, à vous entendre, devenir irrécupérable, au fond, Mathieu, mais notre classe politique, elle n'a rien vu venir, selon vous? Ah non, mais elle a tout vu venir. Il ne faut jamais oublier. François Hollande, comment s'appelle-t-il, Gérard Collomb, ils avaient vu les choses, mais c'est seulement, ils le disaient en privé. Ils le disaient à l'abri des micros. Et publiquement, quand quelqu'un disait la même chose qu'eux, c'est-à-dire la partition, la fracture du pays, quand quelqu'un disait la même chose qu'eux, il était traité on l'accusait d'être d'extrême droite. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va arriver à ce moment particulier? On va être capable de passer de la confession privée au discours public? Hélas, je ne le crois pas. Voilà pourquoi la situation pourrait se dégrader pendant encore un bon moment. Arthur de Vatrigan, cette classe politique, effectivement, elle n'a rien vu venir ou pas? Ou elle a tout vu venir, comme nous expliquait Mathieu Bock-Côté. Elle a tout vu venir et c'est pour ça qu'ils sont tous responsables, coupables, de droite comme de gauche. Mais il y en a une qui est encore plus coupable que les autres, c'est cette gauche, elle a une responsabilité morale encore plus grande. Parce que cette gauche a fait son beurre sur la dénonciation et sur l'accusation de la France, pas assez belle pour l'admirer et trop coupable pour qu'on puisse vouloir la changer de fond en comble. Et donc ils ont créé un ennemi intérieur, bien aidé par les puissances étrangères comme par exemple l'Algérie. Cette gauche qui a proclamé ce droit à la différence et la désintégration contre l'assimilation, donc ils ont créé une identité fictive, mais à l'imaginaire destructeur et perfusée à haute dose par tous les canaux, politiques, écoles, associations. Cette même gauche qui a loué les bienfaits de l'immigration, qui offre des bataillons entiers sur tout le territoire, donc des armées. Cette gauche qui a importé plus récemment un discours racialiste des États-Unis, avec le concept fumeux de racisme systémique, et donc qui a créé un produit marketing et qui a offert le droit de contester le monopole de la violence légitime et donc d'offrir un concurrent à cette violence légitime. Lorsqu'on voit les réactions de la France insoumise, des élus de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, il y a guère de doute que non seulement il croit au grand remplacement, mais il mise dessus pour accéder au pouvoir, à croire que tous ces gens-là se sont fait amputer de toute conscience à la naissance. Mais là où il se plante, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Oui. Quand on voit toutes ces racailles, ils viennent piller. Et lorsqu'on parle d'un concurrent, d'un monopole concurrent, c'est le monopole des narcotrafiquants. Regardez les villes et les quartiers où s'est passé ces chaos hier. Ce sont les villes et les endroits où les maires et la police ont décidé de mener une guerre contre les narcotrafiquants. Nanterre, rappelez-vous Nanterre, ce qui s'était passé lorsque les trafiquants de drogue avaient affiché dans un immeuble un règlement intérieur. C'était à Nanterre. Gérald Darmanin était venu, avait soutenu la police. À Marseille, voilà, trafiquants de drogue, on sait qu'il y a une guerre ouverte avec la police. Dans la banlieue de Lyon, à Rieux-la-Pape, le maire et la police mènent une guerre sans merci contre les narcotrafiquants. Hier, c'était Beyrouth. À Vaux-en-Velin, tout d'un coup, pourquoi Vaux-en-Velin est attaqué ? Parce qu'il y a un point deal qui rapportait 20 000 € qui a été démantelé il y a 2 mois. Pareil à Limoges. La réalité, c'est qu'en fait, ces racailles qui pillent sont les bras armés des narcotrafiquants qui permettent en fait de reconquérir les territoires. Et on sait comment ça va se terminer. Les régions et l'État, donc nous, on va payer pour reconstruire leurs écoles, leurs tramways, leurs belles médiathèques. Et en échange, l'État va céder des territoires, il va faire des concessions. Et donc, les narcotrafiquants vont récupérer des points deal et donc de l'argent. Donc, tout ceci est une opération, tout bénef pour eux. Merci Arthur. Et cette situation, cette crise que traverse la France, Mathieu Bock-Côté, on continue d'en parler avec votre invité, Laurent Oberton, écrivain et journaliste, auteur notamment de La France Orange Mécanique aux éditions Magnus ou encore de la trilogie Guérilla, toujours aux éditions Magnus. Pourquoi ce choix ce soir, mon cher Mathieu, d'avoir voulu inviter Laurent Oberton autour de ce plateau ? Je crois qu'il s'impose parce que plusieurs diront, l'ayant lu, que Laurent Oberton fait partie de ceux qui ont vu venir la situation présente, qui ont vu venir les prochaines étapes, peut-être qui ont même imaginé ce qui pourrait suivre la situation actuelle qui est déjà assez tragique. Alors, Laurent Oberton, bonsoir. Bonsoir. Alors, question toute simple, je vous pose la question à laquelle je cherchais à répondre sans être certain de ma réponse. On utilise le concept de guerre civile en ce moment pour décrire ce qui pourrait advenir en France. Quel terme utiliseriez-vous pour parler de ce qui se passe en ce moment et de ce qui pourrait suivre si la situation s'embrasait ? Moi, comme vous, je pense que le terme de guerre civile n'est pas le plus approprié. C'est pour ça que je parle de guérilla. Parce qu'effectivement, il n'y a pas du tout deux camps distincts. Il y a le chaos plus ou moins désorganisé. C'est le bordel, c'est les gangs, c'est les bandes, c'est un peu chacun pour soi. C'est la gauche qui essaie d'en profiter, une certaine gauche qui essaie de mettre un petit peu d'huile là-dessus pour essayer de gratter quelques voix de manière, à mon avis, très, très audacieuse. Et la police qui fait ce qu'elle peut face à l'armada médiatique, aux condamnations morales, et la population majoritaire qui, dans sa grande majorité, soutient la police et attend. Et elle est attentiste, elle regarde le match à la télé, elle espère que ça va se calmer, mais elle ne prend pas du tout part à tout ça. Elle essaie de protéger ce qu'elle peut, sa voiture, ses biens, et tout ce qui l'importe, c'est que la routine continue. Donc on ne peut pas du tout parler de guerre civile. D'ailleurs, dans ma trilogie Guérilla, j'ai décrit une situation qui est comparable à celle qu'on connaît, mais le monsieur moyen, le français, le contribuable, celui qui attend de savoir à quel niveau va s'élever la facture qu'il va devoir régler comme d'habitude, eh bien lui, il est passif, il est attentiste. Et il préfère croire que Gérald Darmanin va tout régler. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est en ce moment... pour certains, c'est la relevée de l'inimaginable. Mais en fait, si on fait une histoire des 20 dernières années, les présents événements ne surgissent pas spontanément sans qu'on puisse s'y attendre. La gradation de 2005 à aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'extension des foyers d'incivilité, l'extension des foyers de guérilla, pour reprendre votre formule. Oui, moi, j'aime pas du tout qu'on me qualifie de visionnaire, parce que je suis plutôt visionnant, simplement, j'ai les yeux ouverts, et ça doit faire 30 ans que je dis ce que je dis. Je le dis depuis mes 9 ans, ça fait longtemps, mais d'autres le disent depuis 60 ans quand même. On peut citer Jean Raspail, Jean-Marie Le Pen. Ils étaient déjà dans un constat comme ça, de dire ce qu'on est en train de faire va nous mener à une situation qui sera totalement hors de contrôle. Et moi, j'ai écrit La France Orange Mécanique il y a 10 ans, c'était sous François Hollande. Depuis, les violences en personne sont en augmentation continue. Et on n'a jamais voulu prendre la mesure de ça. Quand je l'ai dit, j'ai dit, excusez-moi, il y a plus de 200 femmes qui sont violées par jour dans ce pays. Est-ce qu'on peut en parler ? On m'a dit que j'étais d'extrême droite. Et on dit la même chose aujourd'hui quand vous parlez d'une gamine qui se fait massacrer. Si vous dites, oui, quand même, c'est pas normal, il faut en parler. On va toujours vous renvoyer à ça, à l'extrémisme, aux accusations, à ce fameux chantage qui vous intime l'ordre de ne pas parler de ces problèmes. Et évoque la galère. Mais malheureusement, évidemment, de temps en temps, ça va éclater. Et quand on a comme ça sous le nez cette réalité, ce trop-plein de réalité qui explose, eh bien, les Français sont stupéfaits par ce qui se passe. Et nos gouvernants sont complètement dépassés.
Alors, comment comprenez-vous le contraste entre ce qu'on pourrait appeler la fabrication du martyr? C'est-à-dire, bon, il y a le drame indéniable de la mort du jeune Yael, pardonnez-moi. Donc, sans le moindre doute, mais qui est traité par plusieurs. On voit des personnalités s'en mêler en disant ce qui se passe là, c'est tragique, ça engage l'ensemble de la nation. Et si on se reporte quelques semaines ou quelques mois auparavant avec la petite Lola, alors il y avait l'obligation de le penser comme un fait divers sans signification sociologique et politique. Comment comprenez-vous ce contraste des représentations? C'est une forme de stratégie, oui, de chantage de ceux qui bénéficient d'appui médiatique et qui ont ce réflexe indigné habituel, parce que c'est une réalité qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent surtout pas que les Français connaissent la réalité de l'insécurité de ce pays. Ils savent très bien que ce n'est pas du tout un cas isolé, que c'est au contraire très représentatif de ce qui se passe tous les jours. Et d'ailleurs, là, on parle beaucoup de ce qui se passe, de ces émeutes, de ces exactions. Mais ça se passe tous les jours en France depuis très longtemps et on refuse de le voir. Et c'est ça la réalité. Autrement dit, on braque une caméra sur une réalité qui existait de semblable manière, mais qu'on décidait de ne pas voir? Ah mais bien sûr, avant les émeutes, on était à plus de 120 agressions à l'arme blanche tous les jours en France. On a des centaines d'agressions sexuelles, de viols, de tentatives de viol. On a des milliers d'agressions physiques, dites gratuites, vous savez, non crapuleuses. Et donc, évidemment, la réalité des chiffres est terrifiante. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec les réseaux sociaux, c'est de dire attention, Annecy, des bébés poignardés dans les poussettes, peut-être il faudra en parler. Et on vous dit récupération, amalgame, extrême droite, heure sombre. Et là, le narratif change. Violence policière, etc., discrimination, racisme systémique, c'est un carburant idéologique majeur pour la gauche. Donc, évidemment, la récupération, les amalgames, tout est autorisé, recommandé et très fortement conseillé, on va dire. Arthur de Vatrigan. Qu'est-ce qui a changé depuis la France Orange Mécanique? Qu'est-ce qui a changé depuis les émeutes de 2005? Qu'est-ce qui a empiré? Et à quoi est-ce dû? Alors, il y a chaque année, je crois qu'on a battu l'année dernière le nombre de titres de séjour délivrés, le nombre de demandes d'asile octroyées. Je crois que les visas sont toujours à un niveau extraordinaire. Il y a cette immigration de quantité qui est complètement... Parler d'assimilation est un délire total parce qu'on est sur des chiffres qui sont vraiment énormes. On atteint... Je crois qu'on est à 10% d'immigrés, 12% de descendants directs d'immigrés sur 3 générations. Ça fait 19 millions de personnes. Évidemment, pas tous issus des pays qui sont surreprésentés dans la criminalité, mais tout de même, ça en représente une forte partie. Et évidemment, cette délinquance suit cette immigration de masse qui n'a jamais été souhaitée par le peuple français, encore une fois, qu'on a imposée au peuple français et qui a des conséquences, qui a un lien direct avec cette criminalité. Dans la France Orange Mécanique, j'avais montré que 2/3 des crimes et délits étaient commis par des individus issus de cette immigration extra-européenne en particulier. Évidemment, ça n'a... On vous avait contesté à l'époque. On m'a contesté, mais ça, c'est pas un problème. J'ai utilisé les chiffres de l'INSEE, les chiffres de chercheurs qui ont fait des études criminelles. Et enfin, maintenant, aujourd'hui, plus personne, j'ai envie de dire, ne conteste ces évidences. On va me dire que c'est social, que c'est la police, que c'est... Autrement dit, on ne conteste plus les faits, mais le type d'explication... Voilà. On va... Donc les faits sont reconnus, mais on explique autrement. Maintenant, c'est la société. Maintenant, c'est le racisme systémique. C'est un argument qui vient des États-Unis et qui est plus pratique, puisqu'on peut plus nier la réalité. Ça se voit trop, c'est beaucoup trop prégnant sur les réseaux sociaux. On ne peut plus l'étouffer. Donc oui, c'est vrai, mais vous n'avez pas compris. Les coupables ne sont pas les coupables, c'est la société. Donc nous, on doit s'excuser, on doit payer, on doit trouver des structures, de l'éducation, etc. Du moment que c'est la société, la gauche est sauvée en quelque sorte. C'est social, ça nous fait une mission, il faut beaucoup d'investissement, d'argent public, de structures. En tout cas, on ne peut pas, il ne faut pas punir, il faut comprendre, on est toujours dans le même discours de la culture de l'excuse qui est très tenace et qui est là depuis les années France Orange Mécanique, mais même avant cela. D'ailleurs, diriez-vous, il nous reste 1 minute 40 avant la pause, diriez-vous que cette culture de l'excuse, elle aussi, s'est radicalisée ou elle est désormais remise en question dans l'espace public? C'est-à-dire qu'elle est là depuis très longtemps et c'est un mode de fonctionnement de la justice maintenant. Vraiment, prenez votre code pénal, vous allez assister à n'importe quelle audience et vous verrez que la loi est plus que pas appliquée. C'est-à-dire qu'on est
énormément, les réquisitions du parquet vont être très inférieures à ce que prévoit le code pénal, quel que soit le type d'affaire, mais y compris dans les crimes de sang, dans les affaires très graves. Les condamnations prononcées sont encore inférieures aux réquisitions. Les condamnations effectuées, j'en parle même pas, puisqu'il y a les remises de peine, les bracelets électroniques, etc. Donc il y a un sentiment d'impunité qui était déjà massif, qui là, avec les émeutes, s'est accru, mais de manière vertigineuse, puisque vous aurez peut-être 0,01% des types qui ont commis des exactions qui auront affaire à la justice. Donc c'est une catastrophe. Et ça, évidemment, va alimenter le crime au premier chef. Parce que si on appliquait ne serait-ce qu'à demi le code pénal, je peux vous dire que ce ne serait pas du tout la même chose. Il nous reste 30 secondes avant la pause. Vous dites que l'État n'applique pas le code pénal, mais n'applique pas sa politique, mais cela dit, il a tendance à dénoncer sévèrement, les autorités ont tendance à dénoncer sévèrement ceux qui font vos constats. Donc, si je comprends bien la logique, autrement dit, on décide de punir le messager plutôt que de combattre l'incendie. Oui, je pense que c'est plus facile. C'est plus facile de jeter l'opprobre médiatiquement sur des lanceurs d'alerte qui font du mal à notre communication et à tous nos efforts et à nos cabinets de conseil que de traiter un problème aussi compliqué à traiter. Laurent Oberton, l'invité de Mathieu Bock-Côté ce soir. On s'intéresse bien évidemment à la situation en France, la crise, les émeutes, les pillages. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Mathieu Bock-Côté, Arthur de Vatrigan, Laurent Oberton. C'est tout de suite. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Face à Bock-Côté, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Mathieu Bock-Côté, Arthur de Vatrigan et votre invité ce soir, Laurent Oberton, journaliste et écrivain. Vous parlez de la situation que traverse la France, les émeutes, les pillages, situation de crise. Vous y revenez dans un instant, mais avant le rappel des titres, avec vous Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle. En proie à des heurts et des pillages hier, Marseille se prépare à une nouvelle soirée de tension. Manifestations interdites, transports en commun à l'arrêt, espaces publics dégagés. Les autorités ont renforcé les effectifs des forces de l'ordre. 3 compagnies de CRS, soit 200 agents, ont été envoyés dans la cité phocéenne. Pour l'heure, selon une source policière à CNews, 7 individus ont été interpellés, pris en flagrant délit de vol dans un magasin. La responsabilité des parents de plus en plus pointée du doigt. Éric Dupond-Moretti ne mâche pas ses mots. Ce n'est pas à l'État d'élever les enfants. Il faut redire aux parents qu'ils tiennent leurs gosses, a lancé le garde des Sceaux lors d'un déplacement au tribunal judiciaire de Créteil. Les auteurs des incivilités sont en partie des mineurs, en moyenne âgés de 17 ans selon le ministre de l'Intérieur. Et puis côté transport en commun, les derniers métros parisiens fermeront leurs portes autour d'1h du matin. Le trafic se terminera 1 heure plus tôt que d'habitude pour la sécurité des agents et des voyageurs et afin de limiter la propagation d'éventuelles émeutes. Pour rappel, hier, Île-de-France Mobilité avait annoncé la fin des services de bus et tramway à 21h tous les soirs jusqu'à nouvel ordre. Merci Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 21h. Et Mathieu Bock-Côté, vous continuez avec votre invité d'analyser la crise que traverse la France, les émeutes, les pillages. On suit tout ça de très près, bien évidemment, sur CNews. Alors, je reprends les mots d'Olivier. Émeutes, violence, pillage. L'exécutif à la recherche d'une explication croit en avoir trouvé une. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Que vous inspire cette explication dans les circonstances actuelles? Je ris pour ne pas pleurer parce que c'est vraiment c'est affligeant et ça montre vraiment le décalage incroyable de l'exécutif qui a quand même eu pas mal de temps pour préparer une communication un petit peu élaborée avec sa cellule interministérielle de crise et sa jolie table ronde avec tous les ministres, l'air grave, et qui donc nous sort cette énormité qui n'a vraiment aucun sens. Enfin, les réseaux sociaux, à la limite, on pourrait dire oui, certains jeunes qui veulent se donner rendez-vous à tel ou tel endroit vont utiliser Snapchat, ils vont se filmer dessus, ils vont s'amuser, ça augmentera un petit peu leur prestige auprès de leurs camarades, certes, mais j'ai vu un émeutier avec une tronçonneuse, on ne va pas interdire les tronçonneuses en France, il y a eu, je vous le disais, il y a 120 coups de couteau par jour dans ce pays, on ne va pas interdire les couteaux à l'ensemble du territoire. Ça n'a aucun sens. Donc évidemment, ce sont des outils, chacun s'en sert de la même manière. Simplement, encore une fois, on tape à côté. Si on faisait simplement appliquer la loi, on n'aurait pas besoin d'interdire quoi que ce soit.
Mais malheureusement, c'est un réflexe fréquent en France, c'est-à-dire il y a une demande d'interdit qui est forte. Le citoyen aime bien entendre ce genre de discours. On va interdire les choses, ça va régler des problèmes. Il ne se rend pas compte que l'interdit ne va le pénaliser que lui, puisqu'il n'y a que lui qui respecte les interdits, qui a peur de la police, de la répression. Lui, il paye la note, comme je l'ai dit, il est bien élevé, il est parfaitement domestiqué, monsieur Moyen. Et donc, il n'y a que lui qui va faire les frais de cette politique-là. D'accord. Alors, laissons de côté les réseaux sociaux. On pourrait dire que c'est une évolution des techniques de communication. Désormais, 68 est impensable sans les transistors. On peut penser qu'aujourd'hui, le type d'émeutes que nous connaissons sont impensables sans les techniques de communication qui sont les nôtres. Jeux vidéo. Alors, on se retrouve effectivement devant une jeunesse. Les émeutiers sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents et d'une violence de plus en plus désinhibée. Alors, l'explication de l'exécutif, c'est... Pas que l'exécutif, jeux vidéo. Alors, je devine que cette explication ne vous satisfait pas non plus, mais quelle est la vôtre? Moi, elle ne me satisfait absolument pas parce que beaucoup de pays sont énormément consommateurs de jeux vidéo. Le Japon, la Suisse, et ce sont des pays qui n'ont pas du tout les problèmes que nous connaissons. Donc cette explication, encore une fois, me paraît n'avoir aucun sens. Je pense que cette ultra-violence banale à laquelle nous assistons et qui nous saute aux yeux aujourd'hui, mais encore une fois, qui est quotidienne en France, réside dans la sensation d'impunité qui est vraiment frappante de ces groupes, de ces bandes, pour qui, c'est-à-dire c'est vraiment, là on est sur une explication sociologique abyssale. Eux, de leur point de vue, shooter dans la tête d'un type inconscient, c'est rigolo. D'ailleurs, on le voit sur les vidéos qu'ils font, ça les amuse beaucoup de brûler une voiture, d'agresser une vieille dame. Oui, parce qu'il y a une forme d'hilarité, c'est une agression hilar. Mais sérieusement, c'est un amusement, c'est ludique de leur point de vue. On marque des points auprès des copains, on montre qu'on est prêt, qu'on a encore moins de limites que les autres, qu'on est prêt à aller encore plus loin dans le mal, et ça nous amuse beaucoup. Et c'est pour ça qu'on parle d'ensauvagement, de décivilisation, parce qu'il y a un gouffre qui s'est créé entre ces populations qui sont, encore une fois, complètement coupées du reste de la société. Elles sont archi-communautaires, elles n'ont pas affaire au reste de la population, sauf dans la confrontation avec la police, éventuellement. Donc, ce gouffre ne peut pas être comblé avec les rapports numériques de l'immigration aujourd'hui. On ne parle pas de quelques individus, on a basculé dans complètement autre chose. On parle de territoires entiers avec des citoyens qui n'ont jamais affaire à la population majoritaire. Donc, c'est ce que disait Gérard Collomb. On est peut-être même pas face à face, mais ce pays est en train de se fragmenter en une forme de balkanisation. Comme vous le disiez, maintenant il y a des digicodes partout, il y a de la sécurité privée partout. Chacun va vivre dans ses petites résidences sécurisées, ceux qui ont les moyens de le faire, du moins. Les frontières sont ouvertes, très bien, mais elles sont partout en réalité. Alors, on parle beaucoup, vous avez évoqué la communautarisation, donc une volonté de vivre à l'écart, ce que certains ont appelé le séparatisme. Et ça correspond à la réalité, on reviendra sur ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de conquête de territoire chez ces jeunes, chez ces voyous, qui veulent affirmer que désormais ils font la loi? Je ne dis pas que c'est théoriquement conçu, je ne dis pas que c'est pensé, je ne dis pas que c'est intellectuellement réfléchi, mais une forme d'instinct de conquête chez certains des plus jeunes ou d'autres qui disent désormais c'est nous qui faisons la loi ici. Est-ce que cette dimension presque vitale ou vitaliste est aussi présente selon vous? C'est automatique, ça veut dire quand vous affrontez la police, quand vous faites reculer des policiers, quand vous faites baisser les yeux aux passants, quand vous tabassez n'importe qui pour une cigarette, un regard ou je ne sais pas quel prétexte, vous montrez votre domination. C'est très primaire, mais c'est comme ça. Vous imposez sur un territoire. Et évidemment, comme je le disais, monsieur Moyen qui paye ses factures, qui a sa voiture stationnée devant chez lui, eh bien, dès qu'il peut, il va fuir de telles zones. Malheureusement, ça le rattrapera toujours. Mais en attendant, eh bien, des enclaves se créent de plus en plus grandes, de plus en plus compliquées à accéder pour la police, pour les services et pour tout ce qui va avec. Donc le problème s'aggrave. Alors, vous parlez d'enclaves. On parle aussi, je l'ai dit, le fait que certaines bandes décident d'imposer une violence, une souveraineté nouvelle, pourrait-on dire, dans certaines parties du territoire, dans les métropoles. Dans les premiers jours, enfin, le lendemain, on se souvient au moment de la Marche blanche. Évidemment, il y avait la douleur de la mère, que l'on peut parfaitement comprendre. Il y avait la douleur de plusieurs de la communauté. Mais rappelez-vous, il y avait aussi certaines figures indigénistes
qui était là et qui cherchait à encadrer l'expression de l'émotion, à encadrer l'expression du sentiment d'indignation, de colère. Est-ce que pour vous, dans cette violence en ce moment, il y a une dimension explicitement politique, consciemment politique, ou est-ce que la dimension politique est indirecte? Alors, je pense que pour les émeutiers, il n'y a pas cette dimension-là. Le marketing indigéniste et la gauche type France Insoumise espère, au moins sur le papier, transformer cette colère en une révolution. Enfin, c'est même pas une colère. Transformer ces émeutes, ces exactions en une forme de révolution, justement lui donner un sens politique qu'elle n'a pas du tout. Et d'ailleurs, sur le terrain, quand... alors, vous avez parlé de la bourgeoisie digicode, moi je parle de la bourgeoisie quinoa. Quand elle va essayer de montrer de la sympathie pour ces mouvements sur le terrain, ça va très mal se passer. On a vu un député LFI qui en a fait l'expérience. Monsieur Bilongo, je crois. Voilà, Monsieur Bilongo, qui a été malmené. Et je peux vous dire que beaucoup de députés LFI n'osent pas aller au contact parce qu'ils savent très bien ce qui risque de leur arriver. Donc voilà, ce rêve, ce fantasme d'une alliance intersectionnelle va rester un fantasme. Ça, c'est un très mauvais calcul, à mon avis, de la France insoumise. Mais bon, on sait bien, enfin, c'est leur fonds de commerce. Voilà, est-ce qu'on peut reprocher une prostituée de porter des jupes courtes? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est un très mauvais calcul. Arthur de Vatrigan. Vous parliez un peu plus tôt de domination. Pensez-vous que le gouvernement craigne justement ces émeutiers, ces racailles, fasse tout pour éviter l'affrontement? Dans ces cas-là, comment on pourrait inverser ce rapport de force? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors aujourd'hui, je pense que le gouvernement ne craint qu'une mauvaise publicité. Ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Il est vraiment basé sur la communication. Les faits ne le préoccupent pas vraiment, mais par contre, l'impact médiatique des faits et la répercussion que ça va avoir sur son image, sur son agenda, là, évidemment, ça, c'est vraiment tout le problème pour le gouvernement. Et c'est pour ça que donc on a Darmanin qui va prendre ce rôle sarkozyste, un petit peu à contre-temps, je trouve, mais qui va essayer de dire vous allez voir ce que vous allez voir, la fermeté, etc. Ça coûte pas cher et M. Moyen adore ce genre de discours. Ça a toujours marché dans l'histoire de la France. Peut-être que ça va encore marcher, que Darmanin va redevenir un petit peu populaire et être en quelque sorte la béquille de ce gouvernement. Mais si aujourd'hui le gouvernement est confronté à une problématique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'attaquer à la réalité de la situation et conserver à la fois l'estime de l'ONU, une bonne presse internationale, une bonne presse même nationale, il sait très bien qu'il est confronté à ses limites. Il doit gérer une crise qui est digne du tiers-monde avec des méthodes extrêmement démocratiques et irréprochables, et c'est impossible. Les deux ne sont pas compatibles. C'est-à-dire, soit il veut régler réellement la crise et il va être obligé de prendre des mesures radicales, et il va donc se mettre à dos le progressisme mondial. Sinon, eh bien, il va faire comme il va faire d'ailleurs, de la communication en disant on va prendre des mesures, on va mettre des moyens, on va tout reconstruire, la République, voilà, le vivre ensemble, etc. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la prochaine. Et nous allons revenir sur la question de ce que vous appelez les mesures radicales qui pourraient être nécessaires. Mais une étape avant, normalement, lorsqu'on parle de ces questions, il est d'usage d'être sévère envers la gauche. Vous l'êtes. Il est d'usage d'être sévère envers le gouvernement. Vous l'êtes. Il est d'usage d'être sévère envers les émeutiers. Évidemment, vous l'êtes. Mais vous ajoutez une catégorie, une case de plus à la sévérité, ce que vous appelez Monsieur Moyen. Alors, c'est un terme qui revient souvent chez vous. Qui appelez-vous ou qu'appelez-vous Monsieur Moyen? Et que lui reprochez-vous? Parce qu'on comprend que vous n'êtes pas particulièrement tendre à son endroit. Alors, Monsieur Moyen, est-ce le commun des mortels? C'est le prototype de la majorité silencieuse. C'est-à-dire, Monsieur Moyen, il est devant sa télé, il regarde les JT des grandes chaînes, il soutient sa police, il paye ses impôts, il paye ses factures, il travaille, etc. Pour l'instant, ce sont plutôt des comportements civilisés, des comportements qui relèvent d'une bonne morale civique. Mais Monsieur Moyen est très civilisé, il est parfaitement socialisé, il ne comprend pas ce qui se passe, il pense qu'il faudrait de la fermeté, de l'autorité, il faudrait plus d'État, etc. Et il attend. Et il pense que l'État, la politique, à laquelle il a à peu près tout délégué, doit assurer sa sécurité, doit du matin au soir gérer sa vie, et surtout que lui ne se mouille pas les mains, n'est pas à prendre ses responsabilités, et il veut croire en ce maître tout-puissant en quelque sorte pour ramener l'ordre. Et ça lui va très bien, et ça l'empêche, la responsabilité qu'il va mettre exclusivement sur l'État, de se poser la question de ses propres responsabilités. Quelles sont ses responsabilités d'avoir laissé faire cette situation, d'avoir été aussi peu sévère à l'endroit de ceux qui nous gouvernent et qui échouent depuis très longtemps,
et d'attendre et de croire en quelque sorte à un miracle, à ce que M. Darmanin se révèle un super président et fasse ce que tous les autres avant lui n'ont pas fait. Il vit dans une fiction et il ne veut pas voir en face la réalité. M. Moyen, pour l'instant, c'est ce que je lui reproche. Alors, il y a deux choses. Vous lui reprochez d'avoir tout délégué, en fait, de faire confiance exagérément à l'État, je comprends, mais quand vous dites qu'il a délégué toutes les responsabilités à l'État, si je comprends bien votre logique, mais vous me corrigez si je l'ai mal compris, vous dites finalement celui que vous appelez M. Moyen devrait réclamer le droit de se faire justice lui-même. J'essaie de voir de réclamer l'autodéfense. Quels sont, si je comprends bien votre logique, que devrait faire M. Moyen pour finalement ne pas être simplement le jouet du pouvoir? Le gros problème de sa situation, on le voit actuellement, c'est-à-dire qu'il attend, il a absolument confié à l'État le monopole donc de sa défense et de sa sécurité. Donc quand sa voiture n'est-ce pas le propre de toutes les sociétés démocratiques? Bien sûr, mais justement, la société qui a des règles démocratiques a évolué en profondeur. Et maintenant, il est confronté à des situations qui mettent en péril sa vie, très clairement. Et il attend toujours que la police réponde. Et là, on a vu, durant ces émeutes, que des gens paniquaient parce qu'ils étaient chez eux, que ça cramait dans la rue, qu'on essayait d'entrer, et que la police ne répondait plus. Et ils se rendent compte que cet État à qui ils ont confié le monopole de la justice, du maintien de l'ordre, etc., est complètement défaillant. C'est une faillite absolument lourde, que la loi n'est plus appliquée, que la loi, encore une fois, qui est l'expression de la volonté générale, qui est vraiment l'unité de base de l'ordre démocratique, n'est plus appliquée à partir du moment où ce maître est son seul protecteur et que ce maître est très jaloux de ce monopole. C'est-à-dire que si lui, Monsieur Moyen, on l'a vu, on a vu un monsieur excédé qui a voulu menacer d'une arme les émeutiers, lui, il a été embarqué. Et lui, il peut prendre très cher parce que c'est pas normal de se suppléer à l'État. Mais l'État est défaillant. Donc là, il faut qu'il se rende compte, Monsieur Moyen, que cet État, il doit le juger beaucoup plus sévèrement que ce qu'il a bien fait, que ce qu'il a bien voulu faire jusqu'à maintenant. Alors, j'enromps un peu votre propos. Il y a Monsieur Moyen, mais il y a Madame Moyenne, si je peux me permettre. De plus en plus, on le note, les femmes, il y a plusieurs reportages ont été faits sur ça, décident de s'inscrire à des cours d'autodéfense, que ce soit la boxe, les arts martiaux. Ils ont une petite bonbonne de poivre pour être capable de poivre de Cayenne pour se protéger. Est-ce que les femmes, aujourd'hui, seraient les premières, dans le portrait que vous faites de la société majoritaire, à avoir intériorisé cette idée qu'on ne peut plus faire confiance aux autorités et dès lors à avoir intégré cette logique de l'autodéfense, si je vous comprends bien? Elles se sentent encore plus menacées parce qu'elles savent très bien qu'elles représentent des proies faciles, en quelque sorte. Et donc certaines vont soit adopter, comme vous le disiez, des vêtements amples, peut-être même se convertir, ça arrive, pour ne pas avoir de problème. Dans certains quartiers, on en est là. Et vont prendre des cours d'autodéfense, avoir des armes pour essayer, en tout cas, d'intimider leurs agresseurs. Évidemment, ça ne suffira pas. C'est malheureusement perdu d'avance pour elles. Donc, évidemment, il y a une crainte qui est énorme. Et la seule expression de cette crainte peut être politique aujourd'hui, puisque c'est ça, on a confiance en ce jeu électoral. On se dit que si on vote, peut-être ça va, mais M. Moyen est extrêmement conditionné. On lui dit depuis des années et des années et des années que s'il vote mal, il aura la guerre civile. Il ne voit pas qu'elle est déjà là. Il va encore espérer que quelqu'un de présentable, entre guillemets, va encore régler la situation. Et ça dure depuis très longtemps. Et évidemment, ça ne contribue pas à résoudre les problèmes. Arthur de Vatrigan. Nous sommes ce soir, on va arriver à la 3e nuit, a priori, d'émeutes. Vous avez écrit, vous, un scénario dans Guérilla. Peut-être le rappeler aux téléspectateurs lequel est. Et quels sont les autres scénarios possibles? Qu'est-ce qui peut se passer demain ou après-demain? Je sais pas, là, par exemple, on parle toujours de nuit. Est-ce qu'ils peuvent attaquer le jour? Ou alors non, c'est que la Francis lève tôt qui est debout à cette heure-ci. Quels sont les scénarios possibles qui peuvent nous tomber dessus d'ici lundi ou mardi? Alors, c'est très difficile à faire de la prospection. On a l'impression que ça se joue selon le sentiment d'impunité. Là, il y a eu beaucoup d'interpellations. S'il y a quelques petites condamnations qui tombent, peut-être que ça peut calmer certains. Peut-être qu'au contraire, le mouvement va s'amplifier, puisque maintenant, j'ai vu qu'il y avait des appels de certains syndicats, de certaines organisations d'ultra-gauche, de Black Bloc, etc., pour essayer de leur côté de se greffer au chaos. Les renseignements sont très inquiets à ce sujet, d'ailleurs, se disent que peut-être s'il y a une organisation, pas des émeutiers, là, pour le coup, l'organisation politique des émeutiers n'est pas imaginée pour l'instant, mais que si derrière la gauche activiste s'organise, ça pourrait vraiment compliquer les choses. Mais
Encore une fois, moi je pense que ça va se calmer petit à petit. On va comprendre que peut-être on peut plus se servir partout comme ça sans que ça finisse par tomber quand même un petit peu et que les choses rentrent dans l'ordre, puisqu'il y a le trafic aussi, il y a l'ordre de la cité quand même qui peut, même si les trafiquants peut-être étaient un petit peu débordés par les petits, comme on dit dans les quartiers, ils vont un petit peu reprendre la main en disant maintenant vous êtes bien gentil, mais l'économie doit reprendre ses droits en quelque sorte, et ça va continuer jusqu'à la prochaine, qui sera de plus en plus importante, jusqu'à ce que l'État tout simplement ne tienne plus, puisque les policiers sont au bout du rouleau aujourd'hui, n'en peuvent plus. Et évidemment, comme ils sont confrontés en permanence à cette hostilité qui est vraiment, c'est pas du tout un cas exceptionnel, Naël, les refus d'obtempérer, c'est tout le temps, tous les jours. Les insultes, les coups, donc il y aura évidemment d'autres morts. C'est inévitable. Et c'est le postulat de guérilla. Donc c'est une descente dans une cité sensible, un flic qui va pas tuer un jeune, mais qui va en tuer 5 ou 6. Et après voilà, si un jour, tôt ou tard, l'État n'arrivera plus à suivre. Guérilla, qui est le livre, la trilogie que vous avez publiée. Vous avez évoqué il y a quelques instants l'idée que pour le gouvernement, selon vous, se contentera d'une forme de maintien de l'ordre, espérant que les choses finissent par passer. Et s'il voulait véritablement casser cette dynamique, soit insurrectionnelle, soit des émeutes à répétition, il devrait prendre des mesures radicales. Mesures qui seraient condamnées par ce que vous avez appelé le progressisme mondial. Alors, on en arrive évidemment à cette question. Dans votre esprit, quelles sont les mesures radicales qui permettraient véritablement d'inverser la tendance, de changer la donne? Alors, elles sont radicales, entre guillemets, puisque, encore une fois, la simple application de la loi, de ce qui est permis par le code pénal, quand on vous tire dessus, par exemple, avec des armes à grenaille, vous avez le droit, vous êtes en état de légitime défense, vous avez le droit d'abattre les personnes qui vous tirent dessus. Les policiers ont ordre de ne pas riposter au tir. Mais vous imaginez le scénario, c'est-à-dire si les policiers, vu les circonstances actuelles, si les policiers se mettaient à faire ce que vous évoquez... Mais c'est aussi un des buts des émeutiers, c'est-à-dire que le désarmement moral des policiers, les policiers maintenant n'oseront plus se servir de leurs armes, même s'ils sont menacés directement, ils ont, eux, dans leur tête, des flics, les règlements, l'IGPN, les médias, etc. On voit ce qui est arrivé à ce policier. Ils savent très bien qu'ils seront lâchés de partout, que leur vie s'arrête. Ils sont pères de famille aussi, ce sont des gens normaux, faut pas croire. Et donc, ils vont être dans une situation de punching ball, mais encore démultipliée. Et ils sont vraiment accablés de partout et ils sont très, très mal aujourd'hui. Donc simplement, si la justice faisait son travail, appliquer le code pénal, encore une fois, il y a les appels à commettre des délits peuvent être punis par 3, 5 ans, 7 ans de prison selon les circonstances aggravantes. Les incendiaires sont très sévèrement punis par le code pénal, mais ce code pénal n'est jamais appliqué. Si celui qui incendie la voiture de Monsieur Tout-le-Monde se prend 3 ans, 4 ans ferme derrière, je peux vous garantir que ça va s'arrêter tout de suite. Mais évidemment, il n'y a aucune volonté politique judiciaire. On sait bien qu'en plus, la justice n'a pas du tout les moyens de faire ça, puisqu'il n'y a pas de place dans les prisons. Elle n'osera pas expulser les ressortissants étrangers qui composent une très large part de la clientèle de ces prisons. Et déchoir de leur nationalité les personnes issues de l'immigration qui composent l'autre grande part de ces prisonniers, on ne le fera pas non plus. Donc ce sont des mesures qui sont hors de portée d'un gouvernement comme le nôtre aujourd'hui. Des mesures qui vous semblent inimaginables, mais qui vous semblent nécessaires. Qui sont extrêmement simples, qui sont légales et qui sont évidemment nécessaires et qui mettraient un terme vraiment très rapide à tout ça, et pas seulement aux émeutes qu'on vit actuellement, mais à aussi ce qui est en train de se passer chaque jour. Alors, je reviens, un des scénarios que vous avez évoqué, c'est-à-dire des policiers qui auraient le droit de riposter avec leurs armes lorsqu'ils sont attaqués à coups de mortier. Vous faites la liste des armes possibles. Vous voyez quand même, d'ailleurs, non seulement vous voyez le scénario, mais vous avez écrit 3 livres sur cette question, Guérilla. Il y a quelque chose d'inimaginable dans le scénario que vous présentez. C'est-à-dire, si une telle violence dans un tel scénario peut engranger une situation, celle-là véritablement, sinon de guerre civile, mais en fait de guérilla généralisée sur l'ensemble du territoire national. Le monopole de la violence légitime concédé à l'État vient avec un usage que l'on dit pondéré et raisonnable de cette violence. Mais là, le gros problème, c'est que le monopole de la violence légitime, on l'abandonne à la rue quand c'est comme ça. Les policiers ont vraiment cet ordre. Arrêtez les poursuites, arrêtez les opérations, ne ripostez pas, dégagez le terrain quand ça tourne mal. C'était déjà des ordres, ça datait de Villers-le-Bel ou même de 2005, des ordres avaient été donnés, même en cas de tir, si vous essuyez des tirs, des grenades, des plombs, machin, vous ne ripostez pas. Il ne faut pas ajouter à la bavure. Donc on abandonne
Donc les territoires sont concédés, en fait. Les territoires sont concédés à ceux qui osent tirer, qui sont les dealers, qui sont les bandits, qui sont les trafiquants, qui sont les voyous. En espérant que c'est temporaire, on abandonne le monopole de la violence légitime à la rue. Et on espère que ça va se calmer un petit peu tout seul, qu'on va reprendre le contrôle petit à petit. Mais ce calcul, encore une fois, favorise de telles explosions urbaines. Si celui qui prend de tels risques sait qu'il s'expose à quelque chose de sérieux, je ne dis pas forcément par rapport à la police, mais même par rapport à la justice, il n'agira pas du tout de la même façon. Là, si on voit ces scènes de pillage, de types qui prennent même pas la peine de se couvrir le visage pour dévaliser et casser, s'il risquait un minimum, il ne s'amuserait pas autant, ça c'est très clair. Arthur de Vatrigan. Vous parlez tout à l'heure, un peu plus tôt, des renseignements qui craignent, vous avez dit, l'arrivée de milices d'extrême gauche, Black Bloc. Comment ça fonctionnerait? Parce qu'il ne peut pas y avoir, je suppose, d'alliance entre les racailles, l'extrême gauche. Qu'est-ce qu'ils craignent et ça va se matérialiser comment? Alors, c'est-à-dire, encore une fois, l'alliance intersectionnelle n'aura pas lieu, Oui, ça c'est très clair. C'est-à-dire que les activistes de gauche en rêvent. Ils ont tenté de le faire à 2 ou 3 reprises, ça s'est très mal passé. Donc, Vous pensez à quoi en disant ça? Il y a eu pas mal de mouvements comme ça où ils ont tenté de se joindre aux émeutiers lors de certaines crises sociales, etc., en espérant fraterniser, et ça s'est très mal fini. Ils ont été évidemment pris à partie, enfin voilà, et ils seront les premières victimes de l'enthousiasme des émeutiers, qui est assez indistinct. Ils ne visent pas spécifiquement les symboles du pouvoir, ça c'est faux. Ils visent vraiment tout et n'importe quoi. Ils brûlent des librairies, etc. Mais ils ne savent même pas exactement ce que c'est au départ, une librairie. Et toutes les victimes sont bonnes du moment qu'elles ne font pas partie de leur groupe. Ça c'est la seule chose qui est taboue. Mais donc il n'y aura pas d'alliance, mais dans les circonstances, on voit, on l'a vu dans certaines grandes villes, à Strasbourg par exemple, une certaine jeunesse de gauche bourgeoise qui se donne un petit frisson, qui se dit qu'il y a le petit côté nihiliste, la société est injuste, elle mérite d'être détruite, voilà, on en profite, on va lancer des cailloux sur une banque. Et cette convergence rend encore la situation plus compliquée pour les policiers. En fait, ça va les monopoliser et donc Exactement. Le danger est là, quoi. Ça commence à faire beaucoup et comme on voit, voilà, on parle quand même de milliers de personnes là pour ces émeutes. Si à chaque fois on augmente le nombre d'émeutiers, les policiers sont clairement numériquement débordés. Et on revient à la question de la violence. Et là, donc, vous évoquez 2 types de violences distinctes. Il y a la violence des antifas, qui est une violence ciblée, une violence politique, pensée, organisée. Et la violence des émeutiers, vous me direz si j'ai le bon terme dans votre esprit, vous présentez cela davantage comme une violence sauvage ou presque une violence nihiliste, une violence qui s'accomplit dans l'hypnose de détruire. Est-ce que vous décrivez quelque chose qui ressemble à ça? Oui, c'est vraiment un phénomène de groupe, dans ce que le groupe a de plus primaire. C'est-à-dire, on a tous des groupes sociaux dans lesquels on essaie d'être reconnu, de se faire bien voir, d'exister. Et bien là, c'est la même chose, sauf que les critères de reconnaissance ne sont pas du tout les mêmes. Et la transgression, la violence, le fait, encore une fois, voilà, moi j'ai peur de rien, j'assomme un mec, ça me fait rire. Et je sais que le groupe va dire, lui, c'est un vrai. Il a un beau palmarès judiciaire. Est-ce qu'on préfère le lien entre ça et le fameux refus d'obtempérer? C'est-à-dire, désormais, c'est presque un rituel d'initiation civique ou anti-civique que de ne pas accepter le refus d'obtempérer pour prouver qu'on appartient à l'ordre de la cité plutôt qu'à l'ordre politique. Celui qui va se soumettre sans discuter à la police, c'est une baltringue, c'est le pire qu'on peut imaginer. Donc évidemment, il faut qu'il ait un peu de panache, il faut qu'il montre qu'il existe. Et oui, c'est parfaitement puéril, mais c'est ce jeu permanent entre la police et entre cette jeunesse. Et évidemment, des fois, ça reste des mots, ça reste des intimidations, mais ça dérape de plus en plus. Et pour un rien, on voit des conséquences absolument tragiques. On sort des couteaux pour rien maintenant. Il nous reste 2 minutes. Alors, je ne vais pas vous transformer en optimiste ce soir. Ce serait, je crois, un rôle un peu forcé. Mais vous êtes à court terme, on peut s'attendre à ce que les émeutes s'épuisent parce que l'ordre des cités, l'ordre des dealers cassera le mouvement des émeutes. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre? Oui, parce qu'il n'y a pas d'organisation politique dans ces émeutes. C'est un opportunisme total. Les gangs sont souvent des bandes rivales.
les rivalités vont revenir aussi. L'ordre du deal, effectivement, va avoir son importance. Peut-être quelques condamnations par-ci, par-là qui peuvent enlever certains meneurs du paysage. Une réaction générale aussi, de se dire bon, maintenant on commence à parler de suspendre les aides aux parents, etc. Voilà, certains vont commencer à essayer de calmer le jeu. Donc tout ça cumulé, ça devrait se tasser, on devrait passer à autre chose. Et c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème. C'est que justement, Monsieur Moyen serait bien inspiré de ne pas se rendormir cette fois-ci, de réfléchir à la situation, de la regarder en face. Et évidemment, nos responsables aussi. Mais là pour le coup, c'est très optimiste, beaucoup trop. Jusqu'à la prochaine. La prochaine, on a le temps d'une dernière question. La prochaine qui, évidemment, dans votre esprit, sera de plus en plus grave, jusqu'à une crise qui pourrait changer de nature et enflammer l'ensemble du pays durablement? Oui, bien sûr. S'il y a une organisation un peu plus élaborée qui se met en place, on sera dans une situation la police sera débordée. Ce sera le gouvernement peut pour le coup tomber. Et un grand merci à tous les trois. Merci Laurent Overton. On rappelle votre actualité, c'est la sortie de Furia, le numéro 7 de votre revue trimestrielle. Ce sera le 12 juillet, me semble-t-il. Absolument. En un mot, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors dans la Furia, revue créée par Laura Magnier, moi-même, Marceau, Papacito, on trouve beaucoup de piquants, d'épices pour analyser l'actualité, analyser la société et essayer quand même de rire un peu de tout ça parce que ça peut nous aider aujourd'hui. Une revue à découvrir, donc merci Arthur de Vatrigan, merci beaucoup Mathieu Bocoté, une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. Restez avec nous sur notre antenne. Dans un instant, Elliott Deval pour Soir Info. On vous informe tout au long de la soirée et même de la nuit sur l'évolution de la situation avec nos équipes sur le terrain. Elliott Deval qui s'installe dans quelques secondes. Restez avec nous donc sur CNews. Excellente soirée sur notre antenne.